Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de l'émission Débat. Aujourd'hui, nous nous intéressons au thème la protection de la petite enfance. Assurer à l'enfant ses droits à la vie, à la survie et au développement, c'est construire un futur durable. La protection de la petite enfance consiste à assurer à l'enfant son éducation, ses besoins sociaux, émotionnels, cognitifs et physiques. C'est pour lui permettre de bâtir une base large et solide de son bien-être et de son apprentissage tout au long de la vie. Quelle est la situation de la petite enfance au Tchad? Quels sont les efforts fournis par le gouvernement dans la mise en œuvre des textes juridiques en la matière? Telles sont, entre autres, questions qui feront l'objet des débats au cours de cette émission. Et nous avons comme invité autour de cette table pour débattre de ce thème les grandes dames qui m'entourent en ce moment. Je commence par ma gauche, Madame Nelumta Edouit Dangue. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Voilà. Alors je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous êtes la présidente de l'antenne CELIAF de N'Djamena. CELIAF entendée par cellule de liaison et d'information des associations féminines. Et à ma droite, Madame Marthe Ndorkagem. Merci d'avoir accepté de participer également à cette émission. Merci, M. Zoutané. Voilà, vous êtes membre Je suis la personne ressource de la cellule de liaison et d'information des associations féminines. Voilà, CELIAF. Oui. Et vous êtes également membre de CODNI. Oui, CODNI, je suis membre du comité d'organisation du dialogue national inclusif, voilà, au nom de la CELIAF toujours. Merci beaucoup, merci pour cet honneur que vous nous faites. Et la troisième invitée, elle est là aussi, elle s'appelle Madame Djikoloum, Djikoloum Mongalbay. Vous êtes ancienne présidente de la cellule CELIAF de N'Djamena. Oui, voilà. Je suis l'ex-présidente de l'antenne CELIAF de N'Djamena, personne ressource de la CELIAF. Voilà, merci. Nous sommes très honorés que vous acceptiez de participer à cette émission. Alors, première question que je pose comme ça, quelle est la situation de la petite enfance au Tchad? Madame Marthe. Merci. Je crois que cette question est la bienvenue. Aujourd'hui, je ne voudrais pas déjà être pessimiste, mais je sais aussi que les enfants sont entre les mains de leurs parents ou de leurs tuteurs. Mais leur situation, à l'heure actuelle, ne semble pas être des meilleures comme celles que nous attendions. Alors, j'aimerais m'arrêter là pour laisser mes deux sœurs-là dire en quoi consiste la situation actuelle de l'enfant tchadien. Voilà. Madame Nelumta, faisons un peu un état des lieux de la situation de la petite enfance au Tchad. Sur le plan, elle a déjà parlé de l'école, sur le plan de l'éducation, et sur le plan de lutte contre certaines pratiques telles que le mariage forcé, le mariage précoce, les violences faites aux enfants, l'enregistrement à la naissance. En tout cas, nous avons un domaine très large pour nous permettre de faire la situation de l'enfance au Tchad. Oui, parlant de la situation de l'enfance au Tchad, nous disons d'abord que l'enfance est la première période de la naissance à l'adolescence. Donc l'enfant ne peut pas se prendre en charge. Il est du devoir des parents de s'en occuper. Et bien que le Tchad ait ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et le bien-être des enfants, leur application s'avère très difficile encore. Donc, pour améliorer cette vie des enfants au Tchad, nous avons besoin que le gouvernement s'implique, les parents aussi. Pour le moment, on n'applique pas les textes. La situation des enfants n'est pas rose. Pas vraiment. Pas forcément. Pas forcément. Alors, peut-être que l'ex-présidente de l'antenne CELIAF pourra nous dire en quoi consiste l'éducation même de l'enfant en tant qu'éducatrice. Oui, Madame Djikoloum. Oui, nous parlons de la petite enfance. C'est un stade de développement humain. Et l'OMS nous dit que c'est la période allant développement prénatal jusqu'à 8 ans pour l'enfant. Et à cette période, l'enfant dépend
exclusivement de son entourage. Entourage veut dire communauté, parents. Maintenant, la situation de l'enfant est un peu précaire. Je peux dire que la petite enfance, là, sur le plan de l'éducation, la petite enfance n'est pas tellement développée au Tchad. Et vous allez voir que dans les centres sociaux, il y a moins des écoles, surtout publiques, qui prennent en compte la petite enfance. Maintenant, si nous entrons dans le primaire, il y a un problème également. Plus c'est les garçons qui sont inscrits à l'école, moins les filles, et les garçons qui arrivent à finir correctement le cycle primaire par rapport aux filles. Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Et par rapport aux infrastructures d'abord, et dans les classes, il y a des pléthores d'élèves, ce qui fait que l'enfant n'est pas à l'aise. Vous voyez, l'enfant n'est pas à l'aise. Et nous avons aussi la disparité. Par exemple, dans certaines zones urbaines, l'éducation est intense. Par contre, si vous allez dans les zones rurales, moins d'enfants sont scolarisés. C'est déjà un problème. Il y a une disparité entre la zone urbaine et les zones rurales. Et en ce qui concerne même le système éducatif, il y a manque d'infrastructures, comme je viens de le dire. Il y a aussi le manque des enseignants compétents. On nous dit que maintenant, il y a 70%, 72% des maîtres communautaires. C'est un problème. Maintenant, sur le point de la santé, les enfants ne peuvent pas vraiment demander les soins. Parce que d'abord, il y a la distance qui joue. Et les enfants, dans les zones rurales surtout, sont laissés à leur triste sort. Oui, quand vous parlez de distance entre les centres de santé et la maison. Et on va parler aussi de la pauvreté. De la pauvreté, Et puis, il y a le manque d'eau. Les parents sont vraiment confrontés à beaucoup des obstacles. Il y a le manque d'eau, il y a la pauvreté, il y a les centres de santé qui ne sont pas vraiment accessibles à des parents. Et des fois, les parents ne peuvent pas payer aussi les frais de la scolarité. Et imaginons, surtout par rapport aux médecins, qui doivent soigner aussi. Il y a un problème là. On nous parle de pour 38 000 habitants, un médecin. C'est un problème. Donc voilà comment la vie de l'enfant au Tchad est précaire, en partant de la vie des parents. En partant de la vie des parents. Oui, c'est donc la situation des parents qui influence aussi la situation de l'enfance. Oui. Nos enfants ne mangent pas à leur faim. Oui. Il y en a qui ne se contentent que d'un seul repas par jour. Quand l'enfant est mal nourri, non seulement il ne grandit pas bien, mais il tombe aussi malade. En principe, l'enfant ne doit pas tomber malade. Un enfant, quand il est bien nourri, il mange et il s'amuse, c'est tout. Et là, sa scolarité également est bien suivie. Mais aujourd'hui, on doit penser à cet aspect de scolarité qu'on dit certes gratuit, mais ce n'est pas aussi gratuit que ça. Ouais. Parce qu'il faut que les parents payent les crèches, les parents payent les fournitures, ou les parents prennent en charge les fournitures des élèves et l'État donne le bâtiment, répare le bâtiment, paye les enseignants. Donc, cette question-là fait que quand on a par exemple 3, 4, 5, 6 enfants, on dit mais toi je t'inscris ce mois. Bon, l'autre, toi, tu attends le prochain mois pour que je t'inscrive, et ainsi de suite. Donc, cela fait que, du niveau scolaire, même les enfants d'une même famille ne peuvent pas bénéficier d'une bonne éducation scolaire. Ils ne peuvent pas. Oui, il y a aussi un autre problème. Dit-on que les rues du Tchad engendrent également des enfants.
La rue ne peut pas engendrer l'enfant. Alors, parce que les enfants enfants ont leurs parents. Oui. Mais c'est cette difficulté apparente-là qui fait qu'il y a des parents qui fuient leurs responsabilités. Et quelle est la situation de ces enfants-là qui errent dans les rues, qui sont partout autour des marchés tels que le marché de Dembe, le cas de N'Djamena? Quelle est la situation de ces enfants-là aujourd'hui? Nous pensons que la responsabilité d'abord doit venir de l'État. Parce que l'enfant, le parent l'a mis au monde effectivement, mais l'État aussi doit avoir le regard sur ses enfants. Parce que beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés, vous voyez. C'est à cause de la pauvreté, comme on le dit. C'est à cause de tous les paramètres possibles. Donc, l'État doit veiller à l'éducation parce qu'on parle de l'éducation pour tous. Ouais. Aucun enfant ne doit pas être scolarisé. Ouais. Donc, l'État a sa part là. Oui, mais et les parents aussi. Oui, les parents, parce que les parents, ils sont les premiers, du moins, ils composent cette cellule, les premiers responsables à garder les enfants et à les inscrire à l'école. Oui. Si certains parents sont incapables de maintenir les enfants dans la famille, ils les laissent sortir, aller s'exposer au danger, est-ce que là, l'État a sa responsabilité à ce niveau, madame? Nous allons dire ceci. Nous avons dit que le parent est le premier responsable de l'enfant. Et si aujourd'hui, nous parlons des enfants de la rue, les enfants les marmailles parias, si je me souviens le terme, qui pullulent, par exemple, au marché de Dembe, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que dans notre dicton, on dit que le tige du gombo ne dépasse pas celui qui l'a planté. Ça veut dire que celui-là qui a mis un enfant au monde est capable de le contenir, de le ramener à la maison. Or, le parent, dès 5 h ou 4 h du matin, si c'est un fonctionnaire, il attend 7 h, 8 h pour aller au travail. Ouais. Du travail, si c'est quelqu'un qui prend un peu l'alcool, il dit pour la route, il reste quelque part dans un débit de boisson pour siroter. Et pendant ce temps, ce qui se passe à la maison, ce qui se passe, il ne voit pas. Ouais. La maman de même, elle est soit en train de vendre la farine au marché, ou bien si c'est une femme fonctionnaire aussi, elle est quelque part là au travail. Mais l'enfant qui est à la maison, est-il allé à l'école? Parce que quand il est sorti à 6 h ou 6 h 30 pour aller à l'école, le parent aussi est parti pour le travail. Le parent aussi est parti pour chercher des pistaches pour venir leur donner. Entre-temps, il rebrousse chemin, il revient à la maison. Il n'y a personne pour le contrôler. Le parent ne se soucie pas de reprendre l'enfant, soit tout autour du repas du soir, pour lui demander, comme nous disons qu'il y a un seul repas. Donc, le soir, le parent ne réunit pas l'enfant pour lui parler. Il ne le réveille probablement pas à 4 h ou à 5 h du matin pour lui parler non plus. Alors, cet enfant-là, elle s'éduque lui-même. Et il prend l'éducation qu'il prend tout autour de lui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des enfants, quand ils ne voient pas leurs parents à la maison, ils préfèrent la rue. Ils préfèrent aller rester au marché, prendre un panier par là, faire un petit vol par ici, pour ne serait-ce qu'avoir de quoi mettre sous la dent. Et c'est ce qu'on constate là au marché de Dembe. C'est un si phénomène. nous revenons encore au niveau de l'école, l'État a construit des infrastructures. Dans toutes les écoles, même si c'est à l'école primaire, on doit avoir aussi des bibliothèques. On doit avoir des aires de jeu. Des aires de jeu, parce que l'enfant africain aime jouer. Donc on doit avoir des aires de jeu pour que quand l'enfant sort à la récréation, il peut y avoir des balançoires, il peut y avoir n'importe quelle chose qu'un enseignant doit s'occuper des enfants là pour les orienter dans le jeu avant de les ramener en classe. Mais les enfants, quand ils viennent le matin, l'enseignant n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un pour les contenir en classe. S'il y a encore quelque chose, au lieu de les contenir dans la cour de la classe, on les laisse partir. Il y a des événements, partez chez vous. Or, ce n'est pas ça le rôle de l'éducateur. Donc, il y a un laisser-aller de la part de nous, les parents. Et comme nous ne sommes pas seuls responsables, nous disons que
l'État aussi n'a pas fait sa part. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a même certains responsables des établissements privés qui ils ont leur école logée dans des concessions. Oui, dans leur concession. Alors que il n'y a pas d'espace pour loger. L'enfant a besoin de l'espace, ils veulent jouer, ils veulent de l'espace. Et l'État doit prévoir ces espaces-là pour eux. C'est pourquoi nous interpellons tout le temps l'État. Oui. Mais la responsabilité première nous revient à nous, parents d'abord. Oui, il faut qu'on essaie de contenir nos enfants. Madame Djikolou, vous voulez réagir? Je voulais abonder dans le même sens. Le suivisme, par exemple. Comme Marthe vient de dire, les parents ne sont pas à la maison. Et quand un enfant du quartier est déjà dans la rue et qu'il n'y a pas un parent qui s'occupe normalement de son enfant, cet enfant-là va suivre son ami. Oui. Et quand il le suit, il va au marché et que là-bas, il trouve quelque chose, c'est tout. Oui. C'est le suivisme aussi qui fait que les enfants sont dans les rues. Les enfants ne sont pas bien protégés, que ce soit à l'école comme dans certaines familles. Oui. Et c'est une situation réelle. Oui. Et il y a d'autres violences, d'autres formes de violence que subissent les enfants. Quelles sont ces différentes formes de violence? En dehors, par exemple, du phénomène des traites des enfants bouviers qui sont vendus aux éleveurs. Quelles sont les différentes formes, que ce soit dans la famille, dans la société tchadienne, quelles sont les formes de violence que vous avez eu à répertorier au niveau de vos associations? Oui, on peut parler de harcèlement sexuel. On peut parler des enfants bouviers, comme vous venez de le dire. On parle aussi de trafic des enfants dû à la pauvreté des parents. On peut parler aussi de viols exercés sur les enfants et de violences aussi sexuelles. Donc toutes ces conditions-là font que les enfants... Et puis ces enfants sont des enfants qui ont assisté aux violences que les parents exercent l'un sur l'autre. Et lui, souvent ces violences entraînent la séparation des parents. Et quand les parents sont séparés et que les enfants se trouvent quelque part au milieu des autres enfants, ils deviennent le loup pour les autres. Ils tentent de faire ce que les parents sont en train de faire à la maison, là, sur les autres, pour pouvoir survivre. Le châtiment corporel que certains parents infligent aux enfants, soi-disant que pourquoi il n'est pas allé à l'école. Hein? Et parfois, ce sont des enfants de marâtres. Hein? Oui, ça des enfants des autres qu'on a amenés. Mais il peut arriver que moi qui suis là, je prenne l'enfant d'un cousin ou d'un frère pour dire que bon, je vais le mettre à l'école, je l'amène, mais je ne l'envoie pas à l'école. C'est cet enfant-là qui doit nettoyer la maison, nettoyer les toilettes, faire le repas, tout en sachant que j'ai promis à ses parents de l'amener pour le mettre à l'école. Et moi, j'insiste encore sur la nourriture. Le fait que même les parents ne donnent pas suffisamment à manger à leur enfant. Ou parfois, ils refusent. C'est aussi une forme de violence. Comme c'est une correction. Oui, c'est aussi une forme de... Quand l'enfant, par exemple, il a volé la sauce ou bien il a volé un 100 francs ou un $, aujourd'hui, tu ne manges pas. Mais il faut le corriger parfois, par rapport... il est présumé. Oui, parfois, il est présumé aussi. Quand c'est l'enfant de l'autre... Présumé innocent, mais on dit que c'est lui qui a fait. Et on le blâme. Donc les brimades au niveau de la famille, l'insuffisance de nourriture au niveau des familles sont aussi des formes de violence. Et sans compter celles-là qui sont au niveau de, par exemple, les filles, qu'on pense que si la fille grandit au niveau de la famille, elle risque de devenir une prostituée, il faut la marier tôt. Bien, c'est des situations qui sont en train d'être un peu temporisées avec toutes les sensibilisations et les informations que les associations des droits de l'homme ont prodiguées à l'endroit de la population. Mais c'est des phénomènes qui persistent. Donc c'est ça, voilà, ces formes de violence-là, où c'est des élèves, quand la fille grandit, on la voit qu'elle est jolie, son enseignant la harcèle. Ou alors d'autres élèves, entre les élèves, entre eux-mêmes, ils s'harcèlent aussi. Donc c'est des situations qu'on voit et on vit. Et ça, c'est dans le... Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Madame Djikolou? Ah oui, aux différentes formes de violence. Nous parlons de violence sexuelle. Quand on parle ici de viol, de harcèlement sexuel, nous parlons aussi de violence physique
On parle du châtiment corporel, des tortures infligées sur les enfants. Oui, est-ce qu'il y a eu à Djamena, il y a quand même des cas fréquents, on annonce dans les radios. Oui, il y en a beaucoup. Au niveau de CELIAF, quand vous étiez responsable, oui, vous avez eu à traiter... on a résolu beaucoup de problèmes par rapport à ces formes de violence. Nous avons aussi la violence morale, comme elle a dit, privation de l'alimentation. Oui. Et surtout la négligence de l'enfant. On ne fait pas attention à cet enfant, on le néglige. Ça, c'est une très grande violence qu'on fait à l'endroit de l'enfant. Et aussi à les violences psychologiques. Ouais. Ces violences psychologiques sont en train de détruire petit à petit les enfants. C'est une forme très... Par exemple, quand tu intimides ou bien tu dénigres l'enfant, tu ne vaux rien. Ça, c'est une violence psychologique. Ouais. Des paroles qui découragent, qui démotivent. Ou bien tu intimides, tu intimides l'enfant, ou bien tu l'humilies devant les autres. Quand un enfant est humilié, il garde ça, il est marqué par ça. Ouais. Et il y a aussi, comme elle vient de dire, il y a le problème de mariage d'enfants, il y a le problème de travail d'enfants aussi, et qui entre dans ces choses-là. Et l'excision, tout ça c'est des formes de violence à l'égard des enfants. Quoi. Alors, quand vous parlez de l'excision, par exemple, est-ce que ce n'est pas une pratique qui est protégée? Elle est protégée. Parce que c'est entretenu. On peut le dire protégé entre guillemets. Oui. Mais est-ce que cela est vraiment est relevé ici comme une forme de violence si on trouve que c'est normal? Oui, c'est une forme de violence et une violence réelle. La fille qui n'est pas excisée, en face des autres qui sont excisés, est discriminée. Et parce qu'elle est discriminée, elle est obligée d'aller se faire exciser, même à l'insu de ses parents. Ça, c'est un danger. Les parents, par suivisme, ils disent que quand ta fille n'est pas excisée, elle ne pourra pas aller en mariage. Elle ne pourra pas préparer à manger aux garçons initiés, ceci, cela. Donc, eux également, sous l'effet des croyances communautaires, les sœurs des papas ou même les mamans des filles les convient à l'excision. Et l'excision, ça ne se fait pas comme ça. On coupe une partie du corps de la fille. Oui, c'est une torture. Une torture. Et tout dépend de l'esprit de cette femme qui est en train de couper. Elle peut couper beaucoup, comme couper peu. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a contre peut-être l'enfant de tel-là. Peut-être qu'elle lui a gardé rancune. Maintenant, elle va le couper un peu plus pour qu'elle saigne et elle perd la vie. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans cette question d'excision-là. Oui. Nous faisons de sensibilisation. Comme vous avez posé la question à l'autre madame Ejikoualoum par rapport à sa position à l'antenne de CELIAF au niveau de l'association Femmes Juristes, ce sont de ces choses-là que nous traitons au niveau de notre centre d'écoute. Nous recevons des filles violées. Nous recevons des filles forcées en mariage. Nous recevons également ces filles-là qu'on veut conduire absolument pour l'excision et qui fuient, qui viennent vers nous. Donc, nous sommes obligés de faire la médiation. Nous allons vers les parents. Ou alors, nous les appelons, nous les invitons à notre association pour leur parler des dangers, par exemple, les cicatrices que une excision peut causer sur la fille. Ça ferme parfois l'orifice urinaire ou l'orifice vésico-vaginal. Et le jour où la fille ira en mariage, c'est encore une autre douleur qui se présente à celle-là. Donc c'est une douleur qui est répétitive et à l'excision et au premier rapport avec le mari et à l'accouchement. Et à l'issue de vos nombreuses médiations, est-ce que vous êtes écoutés? Nous arrivons à être écoutés. Nous arrivons à être écoutés puisque parmi les femmes qui constituent l'association Femmes Juristes, une grande partie sont des magistrats, des avocats. Donc nous brandissons d'abord le code. Nous brandissons le code pénal. Nous venons très humblement auprès d'eux, au point où nous arrivons à les confondre
et parfois ils épousent notre cause. Il y a des enfants qui sont vendus. Oui, madame. Non, je voudrais compléter par rapport à la conséquence des mutilations génitales féminines. Oui. La fille ne souffre pas que 2 fois seulement. Elle souffre pour la première fois quand on lui ôte une partie de son corps. Elle souffre quand elle rentre pour la première fois en mariage. Elle souffre encore doublement quand elle souffre de fistule. Parce que là, elle est même rejetée encore par son propre mari. Oui. Et les parents de son mari aussi la rejettent. Heureusement que maintenant, il y a un centre qui s'occupe de ces femmes-là. Oui, elles sont marquées toute leur vie. Oui, elles sont marquées toute leur vie. Mais pourquoi les leaders, certains cadres, hauts cadres de ces pays continuent à entretenir cette pratique que vous dénoncez? À un atelier, une des femmes a donné un témoignage nous disant ceci. À Donamanga, ils ont organisé un forum pour dénoncer surtout les mutilations génitales féminines. Alors il y a une femme de Donamanga qui elle-même, sur son volant, a quitté N'Djamena pour aller intervenir. Il dit, maintenant, vous ne comprenez rien de ce qui se passe entre les us et les coutumes. Vous dénoncez les MGC comme des faits qui ne sont pas à apprécier. Oui. Mais maintenant, si on laisse nos filles là, sans les amener à l'excision, au cas où le temps, 10 ans après, vient et que les hommes doivent être initiés, qui va leur préparer à manger? Qui ira sous l'arbre à palabres? Est-ce qu'il y a eu un cas d'un initié qui a mangé le repas préparé par une femme non exigée? Il a rendu l'âme. Est-ce que vous avez quelques cas? Non, bon, c'est un problème des us et coutumes. C'est les normes sociales. On parle de normes sociales, mais ces normes sociales, il faut voir comment défendre par rapport à ces situations. Parce que le plus souvent, nous faisons la sensibilisation avec les chefs traditionnels. Oui. Chez nous, par exemple, ils disent non, que le problème d'excision, là, c'est quelque chose qui est importé. C'est-à-dire que c'est venu d'ailleurs. Ce n'est pas dans nos coutumes, mais c'est, comme on le dit, c'est le suivisme. C'est venu, il faut faire, et l'autre. Il n'est pas dit en tant que tel que si tu n'es pas initié, tu ne peux pas faire ça ou ça. C'est un faux problème. C'est une interprétation et on parle de normes sociales. Mais les normes sociales négatives, il faut la combattre. Oui. Puisque la loi est là. La loi est là, il faut l'appliquer. Oui. C'est parce qu'on ne l'applique pas. Oui, on va revenir au texte juridique qu'on doit appliquer. Et il y a d'autres formes de violence, j'avais cité tout à l'heure, des enfants qui sont vendus et on les amène pour être derrière le bétail, on leur coupe même les pieds parfois pour qu'ils ne fuient pas. Et il y en a qui sont utilisés dans des travaux, des champs, des travaux, qu'ils creusent pour chercher de l'or. Est-ce que vous avez eu également à dénoncer ces faits? Vous avez eu à traiter ce genre de situation? Vous avez eu à accueillir ces enfants qui fuient et qui cherchent de refuge, peut-être auprès de vous? On n'a pas eu à traiter des cas pareils, mais on a eu les témoignages des rescapés, des gens qui sont allés dans les zones de l'or. À l'extrême. Oui, c'est ça. Donc, c'est les parents qui les vendent. Parfois, c'est une équipe de jeunes gens qui se constituent filles et garçons. Ils quittent la maison, ils vont dans ces zones-là pour exploiter de l'or. Une fois exploités, ceux qui les ont amenés, comme ils sont appelés des maîtres, ils les taxent des voleurs. Et alors là, c'est devenu un peu compliqué. Il y en a qui arrivent à s'échapper, il y en a qui, par la complicité des parents même, aux maîtres là, arrivent à regagner leur village natal et ils donnent des témoignages. Mais traiter le problème en tant que tel, moi, je n'en ai pas encore... On n'a pas traité, mais on a écouté et ça fait très mal. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Parce qu'un être humain, on ne peut pas le traiter de la sorte. Et ça doit être réprimé et sévèrement pour que les autres ne continuent pas à le faire. Mais ceux qui font ça ne sont jamais pris, ni ne sont jamais condamnés. Mais par exemple, les filles, et les jeunes filles, les migrantes qui viennent en N'Djamena, c'est le même cas. Nous avons
c'était en 2014, ce phénomène de l'exode rural. En 2014, la CELIAF a fait une enquête sur ces filles migrantes. Et même notre organisation CASFA a fait une enquête sur les filles migrantes, mais c'est horrible. Alors, qu'est-ce qui se dégage de constats? En quelques mots, qu'est-ce que vous constatez de leur situation? Bon, leur situation est vraiment préoccupante. D'autant plus que celles qui viennent sont maltraitées, mal payées. Elles sont 5, 6, 10 dans une seule chambre, mélangées aux garçons. Et là, vous voyez les conséquences. Oui, il y en a qui se retrouvent avec des grossesses non désirées, avec les MST et autres. Et du côté du travail, elles subissent toutes les formes de torture. Parce que là, tu es là, du matin jusqu'au soir, la nuit, tu es là à 1 heure, à n'importe quelle heure, on te réveille pour que tu fasses ça ou ça. Et là encore, elles sont abusées par les enfants des patrons, et même beaucoup de cas où les patrons même abusent de ces jeunes. Et c'est inadmissible ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous voyez? Les parents laissent les filles venir parce que une est venue, elle a acheté les marmites et autres, elle repart. La maman dit, mais regarde ta copine, elle est venue ici, elle est rentrée avec beaucoup de choses. Toi aussi, viens. Oui. Mais donc, elles cela ne veut dire savent que pas la ce qui se sensibilisation passe. doit se passer au niveau, des parents, au niveau des parents, effectivement. Est-ce que ces filles viennent des provinces, des différentes provinces du Tchad ou bien? Oui, mais il y a les 4 provinces, c'est que il y a le Mandoul, il y a la Tangilé, il y a aussi... quelquefois les 2 Logone. Les 2 Logone, oui, quelquefois les 2 Logone. Et là, c'est fréquent, ces filles. Et vous allez voir qu'il y a celles qui n'ont même pas 10 ans et qui quittent leur village et qui viennent ici à N'Djamena pour travailler. Une fille de moins de 10 ans, de 10 ans, là, mais ça c'est le travail des enfants. Oui, et ce travail doit être condamné. Hein? Ceux qui les ont employés là doivent vraiment subir les préjudices quand même. Alors, Madame Marthe, pourtant, nous avons les textes. La Convention relative aux droits de l'enfant qui a été ratifiée par le gouvernement tchadien. Nous avons beaucoup de textes. Oui. Pour le droit et le bien-être de l'enfant africain. Oui. Et sur le plan national, nous avons le décret qui interdit le mariage des enfants. Oui. Alors pourquoi la mise en œuvre de ces lois, pourquoi l'application pose problème? Bien. L'application ne pose pas problème. Mais quand, par exemple, ces situations se présentent, par exemple à un juge, il faut bien que le juge soit saisi pour qu'il se prononce. Or, il y a peu de saisine. Il y a peu de pratiques qui se font, ça se passe, et il peut arriver, par exemple, il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de plainte. Et comme je le disais tout à l'heure, je disais qu'au niveau de l'association, nous faisons un peu de la médiation. Quand nous recevons de ces dénonciations, nous voyons s'il n'y a pas déjà eu, par exemple, il n'y a pas déjà eu consommation de ce mariage. Nous essayons d'intercéder auprès du procureur pour interpeller les parents pour arrêter, par exemple, un mariage précoce qui se prépare. Mais quand c'est déjà consommé, nous n'avons pas cette capacité de prendre les parents et les punir. Il appartient maintenant à la justice de faire son travail et le relais est fait à la justice. Mais il y a peu de plaintes. Il n'y a pas de gens qui viennent dénoncer ces faits fautifs-là auprès du procureur pour que le procureur agisse. Mais si c'est vous-même qui êtes témoin de la pratique? Mais nous le dénonçons. Nous le dénonçons. Et vous ne pouvez pas vous constituer plaignant? Bien. Les textes ne nous le permettent pas de nous constituer partie civile pour porter plainte ou bien rester en justice au nom d'une victime quelconque. Mais ce que nous faisons, nous saisissons le procureur. Parce que le procureur, ça peut être par dénonciation anonyme, il peut toujours agir. Mais nous avons aussi cette difficulté au niveau de la justice où les quartiers ne sont pas très bien maîtrisés par le judiciaire.
la personne peut être à Dembe, mais Dembe dans quel carré, dans quel quartier, dans quel carré, dans quelle concession, quel est le numéro. C'est ça qui permet à indiquer à la police ou bien à la gendarmerie d'aller dans telle concession, numéro tant, telle rue, il peut prendre la personne, mais quand la personne vient, on refuse de lui indiquer la maison. On ne peut plus, le pouvoir du procureur, par exemple, est limité à ce niveau. Est limité à ce niveau. Donc, il y a très peu de plaintes, il y a très peu de dénonciations pour qu'on puisse appliquer comme il se doit les lois que l'État a votées pour nous. Oui, Madame Edwige, en dehors des cas cités par Madame Marthe, est-ce qu'il y a vraiment des difficultés dans la mise en pratique des lois et textes que le Tchad a eu à ratifier, que le gouvernement tchadien a eu à mettre sur pied pour limiter les différentes violences, les difficultés que les enfants rencontrent? Oui, le gouvernement tchadien a ratifié beaucoup de textes pour dire qu'il fallait protéger les droits des enfants, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant. Oui, c'est ce qu'on a cité. Oui, et la Charte africaine des droits sur les droits et le bien-être des enfants. Leur application, je l'avais dit tout à l'heure, que ça va être plus ou moins difficile. Et il y a aussi plusieurs autres tests qui doivent conduire à un changement interne ont été consentis à l'aide de tests internationaux pour améliorer la vie des enfants au Tchad. Mais, oui. Et quand vous dites que l'application est difficile, c'est vrai que Mme Matt a expliqué un peu ici, mais l'application est difficile. Est-ce qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas résoudre ce problème? Il y a des facteurs qui sont incontournables? On parle d'impunité. On dirait pas. Voilà, quand vous parlez de l'impunité, la loi est là pour punir les... Oui, la loi est là, mais on n'arrive pas à punir. On ne punit pas. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a aussi dénonciation. Peut-être c'est par manque de dénonciation. Qu'il ne condamne pas. Et s'il s'avère que la faute est établie, il n'y a pas de raison que le juge ne sanctionne pas. Mais je disais qu'il y a très peu de dénonciations. On va jusqu'à dire que... Alors il va falloir donc sensibiliser les Tchadiens à dénoncer certaines pratiques qui ne permettent pas aux enfants de s'épanouir. Effectivement. Et moi, je m'en vais même dire qu'à force d'aller dans les provinces et autres, j'incrimine encore les parents. Il y a beaucoup de laisser-aller au niveau des parents. Parce que quand le parent cautionne, par exemple, le fait que les enfants partent pour élever les bœufs d'autrui, ou bien quand même ils quittent même le village pour venir, par exemple, ici en ville, dans l'exode rural. Il y a les parents qui ne contrôlent pas du tout le déplacement de leur enfant. Ils sont là, ils disent, mais il va se débrouiller. Donc on le laisse aller pour qu'il nous envoie un peu de savon, envoie un peu de sucre. Donc c'est en quelque sorte les parents même qui laissent venir les enfants. Et au niveau de l'État, dans l'ancien temps, on faisait parfois des rafles. La police fait des rafles dans la nuit pour prendre certains enfants, des mineurs, et parfois on les garde pour demander aux parents de se présenter. Peut-être on réprimande les parents, on leur met des amendes, mais je ne sais pas si la pratique continue. Parce que la personne qui doit faire appliquer la loi, c'est la police, c'est la gendarmerie qui est en contact direct avec la population, qui doit d'abord faire le premier travail. Parce que beaucoup de choses se passent dans les rues où nous passons. Mais parfois, la police est là, sous son nez, elle ne réagit pas. Le gendarme ou la gendarmerie est là, sous leur nez, des fautes se commettent. Ils ne réagissent pas. Mais si c'est parce que c'est toute une chaîne. Si à ce niveau-là, le travail n'est pas fait, le juge qui est là-haut, qui doit ne pas intervenir pour le plaignant ou intervenir pour l'autre, la personne contre qui la plainte est l'autre, doit attendre seulement pour qu'on lui apporte avant d'appliquer. Donc c'est ce qui fait qu'on a comme l'impression qu'on n'applique pas les tests, mais on l'applique. Par exemple, quand les filles
de la rue ou bien les filles, les domestiques. Les domestiques, quand leur patron les accuse de vol, il y en a qui non seulement les accusent tout simplement, mais ils les torturent et ils portent plainte. Donc quand la fille arrive devant nous, ou bien le garçon arrive devant l'autre, et j'ai eu des cas que j'ai eu à gérer. Une fille qui ne connaît pas la valeur, elle est venue d'un point fort de village, elle ne connaît pas. Elle sait que l'or, ça brille, oui, mais la valeur monétaire, elle ne connaît pas. Ouais. Mais on la taxe d'avoir volé de l'or de 450 000, de 1 million, et entre les bras, il n'y a pas l'or. Tu as déposé ou je n'ai pas pris. Mais entre-temps, on ne lui a pas payé son salaire pendant 3, 4, 5 mois. Donc, parce qu'elle a demandé qu'on lui paye son salaire, on la taxe de voleuse, on la conduit à la brigade, on la tape bien d'abord à la maison, on la conduit à la brigade, on dit que c'est la brigade ou le commissariat qui l'a tapé. Et quand comme ça vient devant le juge, le juge ne peut pas systématiquement dire qu'il a volé, mais il va d'abord regarder la plaie qui est sur la personne là. Hein? Chercher à corriger ça avant de faire une autre application. Oui, nous abordons vraiment des sujets intéressants, mais le temps commence par nous prendre par la gorge. Mais j'ai une question quand même concernant la prise en charge de certains enfants. Les enfants de la rue, les enfants abandonnés. Est-ce qu'il y a des structures, je dirais, qui sont créées par le gouvernement, par exemple, pour recueillir ces enfants? Nous avons du pain sur la planche. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Et ils ont besoin d'une main tendue. Le centre espoir de Koundoul ne fonctionne pas. Ou bien? Est-ce que ça fonctionne? C'est la question que je vous pose. Ça fonctionne, mais peut-être un peu au ralenti. Avec autant de Grand Cœur, ça fonctionnait normalement, mais maintenant, c'est comme si Grand Cœur... C'est un problème de subvention. C'est le ministère de l'Action sociale qui doit être en charge de cette structure. Mais c'est pas... Moi, je dis que ça ne fonctionne pas. Quitte à celui-là qui voit que ça fonctionne, qu'il vienne démentir. Mais nous avons besoin que notre gouvernement, si on arrive à la fin de cette transition, prennent les choses en main. Oui, là, nous amorçons déjà des pistes de solutions. Vous allez faire des suggestions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons dressé une liste assez très vaste des situations de la petite enfance. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le gouvernement essaie de créer des centres de récupération. En plus de centres espoir, là. Il faut y avoir... Oui, c'est vrai qu'il y a des maisons de quartier par-ci, ça là, c'est pour faire des animations, c'est bien déjà. Mais on voudrait que ça se multiplie avec des aires de jeu. Il y a aussi des terrains de foot, ça ne suffit pas. Il faut aussi créer des terrains de foot, des terrains de hand, des terrains de football ou comment on dit là. En tout cas, stades, il faut multiplier les stades. Et également... Au niveau des écoles. Oui. Une école, une bibliothèque, pourquoi pas? Et un terrain de sport aussi. Et un terrain de sport aussi. Une école, une bibliothèque, un terrain de sport. Et aujourd'hui, les enfants de la rue sont récupérés par certaines associations. Mais ils n'ont pas l'autonomie financière. Il y a des artistes qui les récupèrent, qui les forment pour devenir des on les chasse même des maisons qu'ils ont louées pour concentrer les enfants là. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le local. Tout ça aussi, ça interpelle le gouvernement. Ces enfants qui sont là, si on les recense, on se trouvera sûrement leurs parents. Il y a aussi ce travail-là qu'il faut faire. Il y a un travail de suivi. Oui. Voilà. Qu'on assemble ces enfants, qu'on les prenne un à un. Toi, tu viens d'où? Quel est ton parent? Qui peut être ton parent? On les interroge. Ce travail-là, l'État a les moyens, il peut le faire. Il y en a qui on ne les a pas enregistrés à la naissance. Mais justement, comme ils ont suivi les autres, ou bien ils n'écoutent pas, il est têtu, moi, ce n'est pas mon enfant, on les abandonne. Qui peut faire leur acte de naissance? Il n'y a personne. Donc il y a beaucoup de choses
Et ça ne peut pas dépendre des parents, mais nous interpellons Voilà. à haute voix le gouvernement. Oui, nous sommes sur les pistes de solutions. Notre grande ville, N'Djamena, et un seul centre de prise en charge des enfants, c'est insignifiant. C'est très insignifiant. Parce que là, on voit que au fur et à mesure que les choses avancent, les enfants sont tous dans la rue. Il faut vraiment examiner ce problème-là à fond. Chercher des solutions qui peuvent vraiment aider la jeunesse tchadienne, aider l'enfant tchadien. Est-ce que c'est la pauvreté, comme on le dit, l'extrême pauvreté là qui fait que les parents abandonnent leur progéniture? Est-ce que c'est parce que l'État ne fait pas son travail pour que les enfants soient tous dans la rue? Parce que on nous dit d'ici 20-30, chaque enfant doit être à l'école. L'éducation pour tous. Tous les enfants doivent être à l'école. Et cela nous interpelle tous. Nous pensons que le gouvernement doit se pencher, et surtout le ministère de l'Éducation. On interpelle le ministère de l'Éducation. Parce que quand on parle de l'enfant, ou bien on parle de la petite enfance, le petit enfant, c'est le ministère de la femme. Et l'enfant, c'est le ministère de l'Éducation. Les deux ministères doivent vraiment jouer leur rôle en tant que promoteurs de l'éducation. Et il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens, effectivement. C'est par rapport à ça qu'on va dire qu'il faut d'abord valoriser l'éducation de la petite enfance. Et surtout, en créant des centres publics. Parce que d'ici, on n'a que 1,67, c'est-à-dire 2% des centres, des espaces ou des centres préscolaires. Et moins, 13% seulement pour le public. C'est vraiment insignifiant. C'est insignifiant. Donc, il faut aussi que le gouvernement construise des infrastructures éducatives comme sanitaires et les doter des moyens adéquats pour permettre à ce qu'il y ait une éducation de qualité. Une éducation de qualité. Et les enfants doivent être dans le bien-être. Ils doivent être bien nourris, bien habillés, ils doivent dormir, ils doivent manger correctement. Et là, quand tous les enfants tchadiens sont ainsi, je crois que l'éducation aussi a sa place. Mais là où nous sommes, on est en train d'aller avec tous les enfants dans la rue, les enfants qui ne fréquentent jamais les classes et tout ça. Ceux qui sont dans les localités rurales. Les rurales sont abandonnés à leur triste sort dans des infrastructures en séco. Ils sont assis là-bas, le sol, il n'y a même pas de tableaux, il n'y a rien. Et comment un enfant tchadien peut évoluer? On ne pense pas seulement à des grandes villes, mais il faut penser à des enfants ruraux, à la famille pauvre qui est dans un village, au fin fond de village, parce que ces enfants aussi sont des enfants tchadiens. On ne doit pas les abandonner comme ça. Donc, ce problème de l'éducation, on doit revoir le système de l'éducation. La loi 16 est là, mais cette loi 16 n'est pas vraiment mise en application correctement pour relever le défi concernant l'éducation tchadienne. Merci. Madame Medjut, est-ce que vous voulez compléter la liste des solutions? Moi, je dirais qu'il faut faire une sensibilisation accentuée à travers les associations, faire prendre la conscience à des gens d'une association afin qu'ils relaient l'information, aller sensibiliser dans nos villages, aller sensibiliser dans les coins les plus reculés, établir des systèmes de données et des éléments de preuve solides pour améliorer, afin de prévenir la violence contre les enfants. Voilà, ce sont des pistes de solutions. La liste est longue. La liste est longue. Et déjà au niveau du comité d'organisation du dialogue national inclusif, vous êtes à pied d'œuvre, vous êtes en train de travailler également pour essayer de chercher des solutions à ces problèmes. Chercher des solutions à ces problèmes. Et ça fera l'objet ce dialogue-là doit parler de tout. Non seulement de l'éducation. Parce que c'est le moment de refondation de la nation tchadienne. Et nous sommes interpellés à ce sujet. Parce que nous avons trouvé que l'éducation ne marche pas. La santé
elle n'est pas à point. Et la sécurité, elle va de mal en pire. Hein. Que dirais-je de la justice? Les gens ne croient plus en la justice, moins encore aux magistrats ou aux greffiers ou même aux avocats. Parce qu'on pense que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas gagner à la justice. Voilà, je pense que malgré cette situation, il y a espoir. Il y a espoir. Voilà, il faut qu'on se dise les Tchadiens sont des hommes, fiers, orgueilleux et capables. S'ils veulent, ils vont changer. Et je sais qu'ils en sont capables. Ouais, on pourra redorer le blason et trouver des solutions pour les enfants qui sont l'avenir de demain. Oui. Voilà, qui sont qu'on prenne nos responsabilités. Voilà. Mais alors, je pense que nous avons déjà fait le tour de la question et il nous reste de vous remercier. Nous tenons à vous remercier particulièrement vous, Madame Marthe. À nous de nous remercier parce que nous, on est en train de parler de nos propres enfants. Voilà, Madame Edwidge. Merci aussi à vous, Madame Dikoloum. Vous êtes tous responsables à différents niveaux de CELIAF, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, vous travaillez au niveau de CODNI pour préparer le dialogue national. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, cette émission consacrée au thème la protection de la petite enfance. Nous vous remercions de cette compagnie et merci de nous donner rendez-vous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour aborder un autre thème. Merci.